Cette journée d'études, en mettant en avant les thèmes de la maternité et de la gynécologie, porte notre attention sur les êtres de sexe féminin. Pour autant, aborder le féminin par la question des enjeux de la maternité ou des symptômes corporels ou organiques qui touchent l'appareil génital de ces êtres pourrait presque nous apparaître comme un paradoxe. Si le féminin se situe du côté de la castration, comme nous le préciserons tout à l'heure à partir de l'enseignement de Fernando de Amorim, dans la clinique, c'est principalement aux écueils dans la construction de cette position que nous avons affaire. À ce sujet, 2 questions nous orienteront pour cette intervention. Maternité et position féminine iraient-elles forcément de pair? Et la castration qui promulgue le féminin est-elle compatible avec la position de mère? Entre fille et mère, cette première partie de mon titre m'est venue pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai pensé à ce décalage qui apparaît fréquemment dans les cures de femmes, de les entendre se nommer filles. Il est si fréquent que ces êtres alors majeurs et qui étudient, travaillent, ont parfois déjà plusieurs enfants, puissent dire qu'elles ne se sentent pas femmes mais filles. Bien sûr, ce décalage n'est en rien surprenant puisque la psychanalyse a mis au jour combien il est possible de rester aux prises avec les enjeux oedipiens de sa prime enfance malgré le passage du temps chronologique. Entre fille et mère, cela vise également ce que l'on peut entendre dans la clinique comme reproches souvent portés par des femmes envers celle qui aura occupé pour elles la position de mère. Si ces reproches doivent s'entendre dans le cadre de la cure, en tenant compte de l'imaginaire et des fantasmes de celle alors en position de patiente ou psychanalysante, pour autant, il est à relever cette haine si souvent ressentie par ces femmes envers leur sexe féminin dans leur construction infantile. Enfin, précisons que pour cette intervention, le titre prévu était entre fille et mère la haine du corps féminin et non au corps féminin, coquille qui est restée dans la plaquette. La haine au corps féminin, nous pouvons y entendre un oxymore. En partant de cette indication que la castration symbolique est au cœur de la position du féminin, parler de haine au corps féminin est erroné. Haine et castration ne sont pas compatibles. Nous soutiendrons plutôt que construire le féminin nécessite d'avoir réglé sa haine. Cette haine se règle en psychanalyse. Pour cela, faut-il aussi que le clinicien puisse en repérer les expressions et leur origine. Partons de ce complexe oedipien qui participe de l'assomption de son sexe par un être tel qu'il a été présenté d'abord par Sigmund Freud. Ce dernier, lorsqu'il tente de saisir les enjeux du complexe d'Oedipe, bute au départ à en préciser la spécificité chez la fille et s'appuie sur ce qu'il observe chez le garçon. La reconnaissance de l'absence de pénis chez la fille ne va pas de soi, nous dit-il. Freud fait une avancée majeure lorsqu'il propose que pour les 2 sexes, l'organisation génitale sera orientée par l'organe masculin. Il n'existe donc pas un primat génital, mais un primat du phallus. Nous voici invités à repérer la dimension symbolique de ce dernier qui, d'organe génital, s'inscrit alors dans l'ordre symbolique. C'est par son absence qu'il brille. Au cours de ses recherches sur la disparition du complexe d'Oedipe, l'auteur a introduit alors cette, je le cite, différence essentielle que la fille accepte la castration comme fait accompli, tandis que le garçon a peur de la possibilité de son accomplissement. Au fil de sa réflexion, il relève que confrontée à la différence des sexes, elle l'a vue, sait qu'elle ne l'a pas et veut la voir. Le pénis nihil s'installe. Freud ouvre alors comme perspective que la possibilité d'avoir un enfant va devenir pour la fille une équivalence d'avoir un pénis, et c'est ce souhait qui va la pousser à se tourner vers le père. Pour la fille, il y a donc à opérer un changement d'objet. Du premier objet d'amour qu'est la mère, cette dernière doit se tourner vers le père. Difficile pour Freud d'aller plus loin. Il repère surtout le roc que représente l'envie du pénis chez la fille et le fait que le complexe de castration, au lieu de permettre de détruire le complexe d'Oedipe, comme pour le garçon, l'a fait entrer dans ce complexe. Comme issue normale, il suppose qu'après s'être tourné vers le père, c'est le temps et la déception de n'obtenir ni le pénis, ni ce qui peut en être le substitut à ses yeux, qui fera périr le complexe d'Oedipe chez la fille. Enfin, s'il est possible qu'il périsse. Si l'on sait que la théorie psychanalytique ne s'est pas arrêtée à ses conclusions, Freud avait tout de même repéré combien le parcours vers la castration pour la fille peut être semé d'embûches. Souffrance de ne pas avoir été faite garçon par leur mère, dépréciée aux yeux des petits mâles, jalouse de ne pas être pourvue de ce qu'elles ont vu chez l'autre, rien de très réjouissant. Mais c'est pourtant bien ces reproches et revendications phalliques que nous retrouvons au quotidien dans le discours des patientes et psychanalysantes. Concernant cette place spécifique de la mère dans le complexe d'Oedipe, Jacques Lacan va quant à lui opérer un tournant majeur. Là où chez Freud, la mère est objet d'amour, objet de convoitise, comme l'illustre le cas du petit Hans, Lacan va nous inviter à nous intéresser au désir de la mère.
Ce désir de la mère, il nous apprend qu'il est désir d'autre chose. Une triangulation mère-enfant-phallus se met alors en place. Ce phallus, l'enfant va dans un premier temps tenter de l'être, car le désir de l'enfant n'est pas désir de la mère, mais désir de la mère. En élevant le phallus au niveau du signifiant, de l'introduction d'un certain note symbolique, Lacan établit que la question du manque ne sera pas une difficulté propre à l'enfant de sexe féminin, mais qu'il est bien un enjeu majeur de l'Oedipe pour les deux sexes. Aux enjeux d'être ce phallus succéderont ceux de l'avoir. Ainsi, parler du manque en rapport avec la cure d'une patiente ou d'une psychanalysante ne doit pas être perçu comme une manière d'entériner une possible infériorité de la population féminine, mais comme un élément propre à la dialectique du désir. De cette triangulation mère-enfant-phallus, Lacan nous dit qu'elle est dès le départ inscrite dans un espace clos, une organisation du monde symbolique qui s'appelle le père. La médiation de la relation mère-enfant nécessite la fonction paternelle de frustration puis de privation. Lacan proposera une lecture de la circulation du phallus et de ses conséquences qui sera médiatisée par l'effet de la métaphore paternelle. Nous avons vu que chez Freud se trouve entrelacée de manière un peu confuse la position de mère avec la résolution de l'Oedipe au féminin. Or, si une femme peut désirer devenir mère, cela n'indique en rien qu'elle a accepté d'être un être castré. Les premières présentations d'une clinique dans des services de maternité telles que celles décrites par Monique Bydlowski l'illustrent bien. Cette neuropsychiatre écrit en 1996, je la cite, « Avant toute réalisation, l'enfant est imaginaire. Il est l'enfant supposé tout accomplir, tout réparer, tout combler. Deuil, solitude, destin, sentiment de perte. Entendons ici comment l'enfant est pris dans les raies de la convoitise phallique. Cet écueil, est-il possible de l'éviter ? Proposons donc de relire ce que l'auteur nomme être le prix du sang à verser, comme le tribut réclamé par ce qu'Amorim nous invite, à partir de l'enseignement de Freud puis de Lacan, à reconnaître dans l'appareil psychique comme les organisations intramoïques. Ces organisations se trouvent à l'intérieur du moi. Elles se composent de la résistance du surmoi et de l'autre non barré. Pour le dire rapidement, la résistance du surmoi se repère dans les actes de haine envers soi-même ou l'autre. Le grand autre non barré est le bras verbal de la résistance du surmoi. Il se repère dans les paroles haineuses envers soi-même ou l'autre. Faire ici référence à ces organisations me semble essentiel pour éviter de penser que le clinicien veuille culpabiliser les femmes qui ont recours à l'interruption volontaire de grossesse ou qui expriment une haine maternelle. Précisément, et cela est à tout souligner, cette articulation théorico-clinique indique que le conflit ne se situe pas entre fille et mère ou mère et enfant, mais à l'intérieur de l'appareil psychique d'un être.